Bon dimanche, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Votre fidélité nous honore et nous encourage à vous offrir toujours le meilleur de l'actualité. À Hautaine-Plateux du territoire du Vira, vers 17h de ce samedi 22 août 2026, un cortège de la coalition Twirwanéo Red Tabara RDFM 23 UPDF a été aperçu dans le village de Magunda en direction vers les collines surplombant la ville d'Uvira. La vigilance s'impose et les forces loyalistes doivent renforcer les positions des Wazalendo sur les chaînes de Mitumba surplombant la ville d'Uvira. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Ce samedi 22 août, à Fizi, des combats ont été signalés sur plusieurs axes dans les hauts plateaux de Fizi. Des combats sont signalés ce samedi dans les hauts plateaux de Fizi, au sud Kivu, principalement dans les hauteurs d'Aboualé, notamment dans la zone de Mbukuma, selon plusieurs sources locales concordantes. Des détonations d'artillerie lourde ont été entendues au cours de la matinée, tandis que les affrontements se poursuivaient sur la ligne de front, rapportent des sources indépendantes contactées sur place. Des combattants Wazalendo et d'autres groupes alliés opérant dans la région de Ngouloub seraient engagés dans les combats pour contenir l'avancée des forces présentées par ces sources comme une coalition de Twirwanéo, de la RDF et de Red Tabara, alliés à la FCM 23. Les mêmes sources font état d'une offensive menée sur 3 axes, Yusuku, Aboualé et Angalou. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Depuis le début de cette année, les violences se sont intensifiées avec une brutalité rarement atteinte. Les offensives menées par la FCM 23 dans des zones densément peuplées ont provoqué des affrontements meurtriers et des déplacements massifs. Des villes entières ont été prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants. Et pendant que la souffrance continue de grandir, les chiffres deviennent de plus en plus alarmants. En 2024, 26 millions de personnes en République démocratique du Congo étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë et près d'un enfant sur 2 de moins de 5 ans souffrait de malnutrition chronique. Face à l'ampleur de cette tragédie dévastatrice et à la détresse grandissante des populations touchées, nous avons renforcé l'effort humanitaire national à travers la mise en place de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes destinée à canaliser de manière transparente les contributions internes et externes et à garantir que l'aide parvienne aux plus vulnérables. En date du 20 août 2026, au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale lance la campagne de solidarité nationale pour les déplacés internes, les victimes des catastrophes naturelles et autres groupes vulnérables à travers la RDC. Chaque geste compte. Rejoignez cet élan de solidarité nationale et agissez à nos côtés pour redonner sourire, réconfort et espoir à nos compatriotes en détresse. Un message de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Soyons sérieux. Le cardinal Moussengo avait dit, le jour où on avait demandé à Tshisekedi de signer le deal, s'il avait dit que non, Moninga Nangaï, Ndekonanga Azui, Tokende, Tosalaboy. Je dirais plus. Je vous dirai plus tard. Parce que s'il avait signé, est-ce qu'on serait là? Non. Nanga, s'il n'avait pas falsifié les résultats, on serait là? Non. Si Kabila n'avait pas dit que Fayoulou est imbuvable, ok? Est-ce qu'on serait là? Non. Mais combien de gens sont fautifs? Mais maintenant, moi... Je n'ai pas dit que les Banyamulenge n'étaient pas des Congolais. C'est pas ça, moi, le sujet. J'ai dit qu'il n'y a pas une tribu au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Pourquoi? Parce que toutes les tribus du Congo ont une langue. Je suis Mumbala, ok? C'est une tribu du Kwilu, des Bagata, ok? Et cette tribu a une langue qui s'appelle les Kimbala, ok? Que les gens disent que c'est un peu comme l'anglais. Quand je dis Amilo, pas moi, ok? Amingeaya, moi je vais. C'est ma langue. Dites-moi
quelle est la langue des Banyamulenge. C'est ça que je dis. Mais je ne dis pas que ces gens-là qui se disent Banyamulenge, s'ils sont congolais, parce qu'ils ont acquis la nationalité, il y a la loi sur la nationalité, parce qu'ils sont nés au Congo, il y a la loi qui détermine comment on accède à la nationalité congolaise. Je n'ai aucun souci. Mais me dire que les gens qui sont perchés sur cette colline, des Fouliro, les Bafouliro, des Congolais, et qu'ils s'appellent les Banyamulenge, ça n'existe pas. C'est comme ça que vous donnez aux autres aussi l'occasion de dire qu'ils sont les Banaboucha. Vous avez une tribu qui s'appelle les Banaboucha? C'est exactement la même chose. Mais ceux qui se réclament Banaboucha, ils sont Congolais ou ils ne le sont pas? Ça, c'est une discussion surannée, s'il vous plaît. La discussion, c'est que le Congo est en crise. Cette crise a des causes internes et des causes externes. Identifions ces causes et traquons-le et trouvons une solution ensemble pour aller de l'avant, comme nous disons, Congo écolo, Moko, qu'on soit uni, qui est cohésion nationale pour développer notre pays. Le reste, c'est de la distraction, c'est des choses qu'on veut m'imputer, mais comme disent les Congolais de Brazza, et ça l'angata suité. Ça veut dire comme l'eau, vous mettez l'huile, ça va couler comme ça. Donc il n'y a pas matière à discuter là-dessus. Dernière question, s'il n'y a pas d'élection 2028, élection ou pas élection, je sais qu'il doit partir. Donc je réponds à les mais awa ezali eloko oyo tokotala yango na ndenge ya omoto mais moto wana ye sikoyo batikaki ye ntango ifale bapekisa makambo wana bapekisaki te mais sikoyo bamboka etandami kuna azwi epuis ozongisi ye makasi Kabila silaki na ye Kabila silaki sikoyo boke kuna o condamnation oh ceci mais bon il fallait vous neutraliser il fallait bon neutraliser sikoyo d'aller à comme sikoyo ti ko dondwa à quelqu'un des États-Unis qu'on va pas donc la sanction alors sikoyo bolingi botika bokosala nini mama ezali pasi mais tango mususu pasi wana il faut olobake nakanga motema totala parce que solution ezali omoni balobaka likambo ya justice eza ya justice ekolandela ngo makambo oyo yango esengeli elanda mais biso eloko tolingi koluka kimia ya mboka na biso nalingi te bano bakoya lobi baloba bino bozalaki awa Songolo, Pakala, Kingandi, Fulani, Bossala qui est l'autre côté, il fallait bosser la dialogue, beaucoup mieux au Kabwana, Bossala Boye, à cause Nabino, solution soit pas quittée. Token. Oyo, Alingi Koya, Aya. Oya Koya te italien. Mais ce n'est pas bien Moutounyoso. Oya Koya to Vandi, to Sololi, to Sangani, to Yogani. Pour na komema mboka na biso likolo mama komona pasi te na yebi ozomona pasi ngai nazali awa baza kofinga baya nanga basi baza kolela noko bayanga noko pona bana na bango noko ndenge nini boye mususa baba boyo kuna kendi azongi mama ngai wana ozomona nazali awa esala ngai pasi te pona nini pona kobundela ekolo alobaki na mokili Rochola la baki ke nandimi balobana mokili nul n'est prophète chez lui. OK? Emba maso ekole kai nakipate na sambwa nele tuna. On est ici pour dire la vérité. Ouais. Ça ne peut que me frustrer.
tout le monde connaît, bien sûr, on peut le dire, tout le monde connaît, mais je crois quand même que si tout le monde connaît, beaucoup oublient. Et à ce terme-là, à ce titre-là, je n'ai pas d'autre choix que celui de me débattre encore et toujours, continuer à prouver ma valeur, continuer à apporter des analyses et des critiques objectives, des analyses pointues qui aideraient et qui aident déjà d'ailleurs le pouvoir auquel j'appartiens. Mais, bon, vous savez, finalité des finalités, le ciel ne tombera sur la tête de personne. La chose qui commence vraiment à me déranger, moi par exemple, c'est d'avoir l'impression de prêcher dans le désert. Et quand on a l'impression que ce qu'on dit n'est pas pris en compte, on se pose la question de savoir... C'est une impression, c'est une réalité que vous vivez. Une impression de la réalité que je vis. Okay. Et je me dis, faut-il continuer à parler pour ne pas être entendu? Ou bien, soit vous parlez, vous êtes entendu. On exploite parfois ce que vous dites, mais on ne vous en jette pas les fleurs. Ça devient un peu dérangeant. Ça devient un peu dérangeant et parfois on se dit, bon, à force de parler sans être entendu, il vaut mieux se taire. Mais lorsqu'on se tait, on se rend compte qu'il y a un grand vide aussi dans le débat, dans l'argumentation, et on est obligé de revenir. Mais j'espère que cette fois-ci ou ces fois-ci, je serai pris à ma juste valeur. Il y a les services qui nous regardent. De temps en temps, lorsqu'on poste une nouvelle vidéo, ils sont les premiers à la visualiser et à faire des annotations et parfois à cravater ou à interpeller ceux qui auraient dit des choses qui ne vont pas dans le sens de la direction souhaitée. Mais quand il y a aussi des compatriotes qui passent, qui mettent leur intelligence à contribution pour que ces pays avancent, prenez-les aussi au sérieux, invitez-les dans vos locaux, posez-leur la question de savoir qu'auriez-vous voulu dire par là. Est-ce que pourriez-vous nous en dire un peu plus? Parce que c'est cela les services, les rôles des services. Ils sont d'ailleurs appelés à ce titre services d'intelligence. Ils ne sont pas là que pour arrêter les gens, mais aussi pour interpeller ceux qui ont des choses à proposer. Absolument. C'est tout à fait le cas. C'est ce qui devrait être le cas. OK. Mais, bon, déjà, je n'ai jamais été ni interpellé sous notre régime, sous notre pouvoir. Parce que sous Kabila, c'était monnaie courante. Donc, je m'étais vraiment familiarisé avec énormément de cachots et de geôles. Parce que de Kinshasa et de l'intérieur. Parce que vous violez la loi, il me semble. Ben, quelle loi? Quelle loi? Je ne violais pas la loi. Vous n'étiez pas arrêté gratuitement parce que j'ai interviewé Albert Moleka. Oui. Et il est aumônier des prisons. Il est passé par l'école UDPS. Et s'agissant de la question de droits de l'homme, sous l'heure Kabila et Tshisekedi, il me dit que c'est la nuit et le jour. La situation de droits de l'homme sous Kabila est nettement bien que celle que nous vivons aujourd'hui. Il parle du rapport de la commission attachée à la MONUSCO, mais même du vécu des prisonniers, des détenus dans différents cachots. Croyez-vous à ces réquisitoires? Vous savez, il y a Albert, comme je l'appelle. Le vieux Albert, c'est une personne extrêmement sérieuse. Ça, vous pouvez m'en croire. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, de très pondéré, de très réfléchi. Mais le drame, c'est que on peut être très sérieux, très pondéré, très réfléchi, et ne pas avoir la bonne information. Je vous ai dit, il y a Albert. Et cite les sources, il parle du vécu aussi des détenus. Aumônier des prisons. Mais sous Kabila, moi je n'ai jamais été à Makala. Mais les différents cachots de l'ANER, de Demiap et consorts, j'y ai goûté. Est-ce qu'en tant qu'aumônier des prisons, il est aussi aumônier des geôles secrètes de l'ANER?
Il est aussi aumônier des centres de détention illégaux de l'ANER. Il est aussi aumônier des geôles de la DEMIAP. Sous Kabila, qui pouvait prétendre être l'aumônier qui allait visiter les prisonniers politiques et les personnes qu'on attrapait, certaines même qu'on exécutait, qu'on jetait au fleuve? Qui pouvait prétendre avoir le calcul exact de ces gens-là? Donc, Albert, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, mais dans ce cas-là, il est aumônier des prisons. S'il parle de la situation des droits de l'homme dans les prisons, qui aurait été meilleur sous Kabila que sous ce régime, je ne dirais pas que je le crois, mais je dirais que je crois qu'il a bien lu ça quelque part. Mais il reste à voir si ce qui a été écrit quelque part reflétait la stricte vérité. Il cite la Commission de droits de l'homme attachée à la MONUSCO, et il parle du vécu des détenus dans les prisons, les visites fréquentes qu'il rend à ces détenus dans différents centres pénitentiaires, le poussent à avoir une telle opinion. Oui, mais la situation des droits de l'homme, je ne comprends pas très bien à quoi il fait allusion. C'est par le nombre de personnes arrêtées. Le nombre incarcérés sans procédure légale est bien plus estimable que sous Kabila. Je suis prêt à le croire. Mais ça ne ramène pas le débat au fait que les choses se passaient mieux sous Kabila que sous ce régime. C'est un rapport qui est fait par la Commission des droits de l'homme de la MONUSCO, vous dites? La même MONUSCO qui est ici depuis bientôt 30 ans. Là. Cette même MONUSCO qui refuse parfois de se mêler des conflits entre Congolais. Cette même MONUSCO qui est au Congo depuis presque 30 ans pour ramener la paix. C'est la mission de paix, pas de paix. De stabilisation. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a déjà stabilisé? Déjà par sa dénomination, la mission semble être clairement définie. Oui, mais elle semble être clairement définie. Mais est-elle clairement remplie? La MONUSCO intervient dans quel environnement, dans quel contexte? Dans un contexte où l'armée nationale fait un travail et elle vient pour préserver ce qui devrait l'être, stabiliser la situation. Mais quand déjà les FARDC ne font pas le travail, par exemple, de neutraliser, en finir avec les groupes armés, ça, ce n'est pas la mission que vous demanderez à la MONUSCO. Non. La MONUSCO n'a pas une mission agressive ou de combattre et neutraliser les groupes armés. Là, on parle de la MONUSCO, une émanation des Nations Unies. Ex-MONUC. L'ex-MONUC elle-même, émanation des Nations Unies. N'est-ce pas? Quand on parle des Nations Unies, je ne pense pas que l'ONU soit un grand groupe industriel minier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je pense que la mission de la MONUSCO est vraiment celle que vous venez de décrire. Faire ceci, cela. Mais nulle part il était écrit que la MONUSCO avait le rôle. Nulle part il a été écrit, que la MONUSCO avait le rôle de se lancer dans une exploitation effrénée des ressources minières. Nulle part. Et pourtant, on a eu à avoir des cas. Et qui doit réglementer ceci? Mais qui doit réglementer quoi? Qui doit réglementer tout ceci? Mais d'abord, les Nations Unies. Ils les ont envoyés. De qui sont les Nations Unies? Vous savez, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Les cas dont vous faites mention sont-ils recensés, enregistrés et filmés? On remet à qui des droits? Filmés même. Combien de fois n'a-t-on pas vu des véhicules de la MONUSCO pleins de sacs de coltan qui se préparaient à les traverser dans le Rwanda? Filmés. Ça fait des années que ça. Et remis à qui des droits? Mais enfin, moi-même, j'ai vécu à Goma, j'ai vécu à Bukavu, j'ai vécu à Kisangani avec les gens de la MONUSCO. Je sais ce qui se passe avec ces gens-là. Et je pense que 28 ans après, 28 ans après, on arrivait encore à avoir une mission comme celle de la MONUSCO sur notre sol, avec des dépenses de plus d'1 milliard le mois, ou l'an, je ne sais pas,
ça démontre déjà l'échec de cette mission. En fait, quelles sont les avancées réelles pour la RDC depuis que la MONUSCO est là? Moi, à mon sens, d'ailleurs, il faut qu'on demande le départ de cette mission-là. Parce que très souvent, elle ne s'est jamais opposée. Elle est d'ailleurs ouverte pour un retrait progressif qui a déjà été amorcé. Oui, mais pour retrait progressif. Pourquoi progressif? Ça fait plus de 10 ans que la MONUSCO est ouverte à un retrait progressif. Mais ça progresse vraiment à pas de tortue. J'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Ce que je pense de ce machin-là n'est pas très important aujourd'hui. Le plus important aujourd'hui, c'est la capacité de nos FARDC à résister, à récupérer des territoires. Et pour ça, il faut juste qu'il y ait d'abord une cohésion entre Congolais. Il faut qu'il y ait d'abord une même, pas vision, mais une même conviction par rapport à ce que représente le Congo pour chacun de nous. Et si nous parvenons à avoir la même conviction de ce que représente et devrait représenter réellement le Congo pour chacun de nous, ben vous verrez, il n'y aurait plus autant de trahison dans les forces armées. Il n'y aurait plus autant de trahison même au sein de l'administration publique. Et l'affaiblissement de notre armée, ce n'est pas le manque d'équipement de moyens. Le président de la République a fait énormément pour cette année, cette armée. Et il continue à le faire. Mais l'affaiblissement des FARDC tient principalement des trahisons de ceux et des officiers qui sont censés conduire les troupes au front, les organiser, les diriger. Et quand ces gens trahissent pour l'intérêt de l'ennemi, que voulez-vous que les troupes puissent faire? Parce que les troupes au sol, les militaires agissent par coordination, agissent par ordre donné. Mais lorsque les ordres donnés sont donnés non pas dans le sens d'aller vers une conquête, une victoire, mais ils sont donnés, mal donnés ou mal orientés pour amener les FARDC à tomber dans des guet-apens, à tomber dans des embuscades, quel miracle voulez-vous? Est-ce que cette trahison n'existait pas au temps de Kabila? La même situation nous est arrivée, Goma prise par les M23, mais pourtant la situation n'avait fait qu'un mois avant que les forces armées ne récupèrent le contrôle de cette ville et même de toute la province. Comment on en est arrivé là? Comment l'ancien régime avait fait pour déloger les rebelles des Goma, récupérer la ville et remettre les choses sur les rails? Aujourd'hui, c'est près d'une année depuis que la situation nous est tombée dessus. Oui, mais vous posez la question, est-ce que cette situation n'existait pas à l'époque de Kabila? Mais non, elle n'existait pas. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque de Kabila, il y avait une clique organisée dans une complicité vers un but qui était déjà déterminé, c'est-à-dire permettre au Rwanda de s'éterniser sur le sol. Aujourd'hui, cette trahison existe. Pourquoi? Mais pour la simple et bonne raison que Félix Tshisekedi a trouvé une armée. Il n'a pas créé cette armée. Il ne l'a pas composée. Il a dû faire avec ce qu'il a trouvé sur les lieux. Parce qu'il y a un principe qui parle de la continuité de l'État. Et de toute façon, l'armée n'appartenait ni à Kabila, ni à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni à celui qui lui succédera. L'armée est apolitique. L'armée, c'est un instrument de l'État. Un instrument qui agit au nom du peuple, dans l'intérêt du peuple. Dont le commandement revient au chef de l'État. Au chef de l'État en tant que commandant suprême. Commandant suprême des forces armées. Mais lorsque vous avez eu un commandant suprême qui a noyauté tout l'appareil, qui a noyauté tout l'état-major, qui a placé des gens à lui, et ce sont ces gens-là qui ont eu les meilleures formations, pour un but bien précis, Félix Tshisekedi arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il réorganise l'armée. Et il continue à le faire. D'abord pour permettre aux militaires d'être mieux vêtus, mieux équipés, mieux nourris. Mais en termes de chaîne de commandement, il a été obligé au départ de faire confiance à ceux qu'il a trouvés. Mais ceux qu'il a trouvés, dans ceux qu'il a trouvés, beaucoup étaient dans l'armée, FARDC, l'armée congolaise, mais pas au service ni du commandant suprême, ni du pays, ni de son peuple. Ils sont restés butés, bornés à se considérer comme étant au service de Joseph Kabila. Ce sont des imaginations ou
Ce sont des cas vérifiables. Quand vous voyez un major, un officier, avaler une carte SIM quand on l'attrape en train de communiquer avec l'ennemi, vous allez me dire, ce sont des imaginations. Vous pensez que tous les officiers supérieurs qu'on a arrêtés, là, qui sont en dolo, qui sont un peu en prison un peu partout, c'est juste sur une saute d'humeur? Non. Et en dehors de ça... Ils sont interpellés, jamais arrêtés. Parce que non, leur procès suivent le cours normal. Gédéon, avec moi, il ne faut pas faire des petits jeux de mots. Ils sont interpellés, mais jamais arrêtés. Lorsqu'ils sont en dolo depuis plus de 3 mois, vous appelez ça une interpellation, une arrestation? Une interpellation prolongée. Non, ils sont... Parce que vous allez me dire aussi, Obey Minakou et Shadari, sont-ils arrêtés ou interpellés? Mais en ce moment, ils sont arrêtés. Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu un procès, il n'y a jamais eu un jugement. Voilà, donc je vous disais, il ne faut pas jouer à ce jeu du petit français avec moi, parce qu'il y a une différence entre interpeller, arrêter et condamner. On peut vous arrêter dans l'attente d'un procès qui pourrait vous condamner ou vous relaxer. Mais ne me dites pas que quelqu'un qui fait 3 mois en dolo, 4 mois en dolo est interpellé. Non, il est arrêté. Donc Shadari et Minakou, en ce qui les concerne, ont été aussi arrêtés. Mais ils avaient été interpellés pendant quelques mois ici. Ce que vous appelez interpellation prolongée. Vous ne savez pas où ils étaient, sa femme et ses enfants, bien sûr, le savaient. Mais nous, le citoyen lambda, on n'était pas informés de leur lieu d'interpellation, pour vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, Shadari et Minakou sont transférés à Makala. Non, à l'auditorat. À l'auditorat militaire. Là, on parle de quoi? D'interpellation, d'arrestation. C'est une arrestation en attendant leur condamnation ou leur relaxation. Voilà la vérité. Ce sont des petits jeux de mots là, mais moi je suis pointueux là-dessus parce qu'il ne faut pas désorienter le public. Vous avez fait des bonnes études plus que nous autres ici. Non, pas plus que vous. Pas plus que vous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'Institut Matsuropassi, mais qui étaient tellement déterminés qu'aujourd'hui vous les mettez face à des gens qui étudient à l'école belge. Ceux qui étudient à l'école belge ne font pas le poids. C'est juste pour dire que le problème avec l'enseignement, c'est que certains vont à l'école, tandis que d'autres étudient. Étudier et aller à l'école, c'est 2 choses différentes. Tout dépend, non pas de là où on a étudié, mais de la détermination qu'on avait à prendre ses études au sérieux. J'ai juste eu cette détermination à prendre mes études au sérieux. Et j'espère que, j'ose espérer que ça se reflète parfois dans mon parler, dans mon faire et dans ma réflexion. Mais là, qu'est-ce qui est fait alors aujourd'hui pour extirper de l'armée le mal qui la rendait presque moribonde? Vous parlez de l'infiltration ennemie. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour justement convoyer le travail, le rôle des services d'intelligence, extirper l'infiltration ennemie, assainir le rang des forces armées, les professionnaliser afin qu'elles soient à même de combattre et de récupérer les zones ou les villes occupées et territoires, où on reste toujours dans la même chanson, dans le même refrain, sans rien faire de plus? Non, mais d'abord, la première des choses qui a été faite, c'était de renforcer les services de renseignement et d'intelligence, leur donner une véritable latitude dans leur action pour leur permettre de faire correctement leur travail. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Le CNC, Centre national de cybercriminalité, là. Mais comme vous voyez le travail que ces gens-là abattent, vous allez douter du fait que les choses sont en train de changer. Imaginez un peu avant que le CNS du prof Eberron, que je salue, le grand prêtre, ne se restructure de cette manière-là, sous son égide, bien sûr. Vous allez me dire que les choses étaient les mêmes? Non. Depuis que le prof Eberron est au CNS, depuis la mise en place du CNC, avec Jean-Claude Boukassa, Maman Lisette Kabanga, qu'on attaque de partout, justement, parce que... À tort ou à raison? Ben, déjà, moi, je pars d'un principe. Cette dame est vraiment vilipendée partout. Attaquée, vilipendée, en tout cas, on veut sa peau. Mais quand vous réfléchissez au principe qui dit qu'on ne jette des pierres que sur un arbre, qu'on jette des pierres que sur un fruit mûr, comment pouvons-nous justifier toutes ces pierres qui lui sont lancées? De toutes les directions. Bazo et la manga hôtel.
Mais le CNC est toujours au cœur d'un scandale, au cœur du débat vif au sein de l'opinion. À un certain moment, il y a le confrère de Jeune Afrique qui avait décrit les services de cyberdéfense comme une police politique qui a aujourd'hui supplanté presque les services de renseignement tels que l'ANR. Bon, écoutez, là, c'est ce qu'a pensé le monsieur de Jeune Afrique. Mais moi, ce que je sais, vous savez, parfois, il faut cesser un peu de vouloir donner l'impression que les services de sécurité, les services de renseignement, et surtout un service comme le CNC, doit se comporter comme un enfant de cœur. Les services, vous savez, moi, je suis surpris. Hein, les barbouzes, vous avez entendu parler de ce mot. C'est pas un mot en lingala, c'est pas un mot en swahili, c'est pas un mot en kintandu ou en kingbandi ou en chiluba. Barbouze, c'est un mot français. Et ce mot qualifie qui exactement? Mais c'est justement ces grosses brutes des services de renseignement, la DGSE et ainsi de suite, qui agissaient toujours à la limite de la loi. Ils étaient qualifiés ainsi par leur forte méthode. Les méthodes fortes, les méthodes fortes et leurs caractéristiques à œuvrer vraiment sur le fil par rapport à la loi et parfois même en dehors de la loi. Raison pour laquelle vous voyez même que ce soit en France ou aux États-Unis. Ne légalisez pas l'arbitraire. Nous sommes dans un état démocratique. Que je ne légalise pas quoi? L'arbitraire. Non, je ne légalise pas l'arbitraire. Je vous fais comprendre que ce soit aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, tous les pays, que ce soit au Japon, en Corée du Sud, Corée du Nord, en Russie, tous les pays qui ont des agents sur terrain, dans certaines missions, on leur dit même que vous allez dans cette mission, si vous vous faites prendre, vous n'aurez pas la couverture de vos agences, on vous ignorera, vous n'êtes pas censé exister. Vous avez entendu parler de ça. Et quand ça arrive, c'est par rapport à quoi? La sûreté, l'État dépasse tout. Voilà, par rapport au fait que la mission qu'on leur a assignée viole les lois de leur propre pays. Mais comme cette mission doit quand même être remplie pour l'intérêt supérieur de leur pays, on les envoie en mission, mais on se désolidarise d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne les appuie pas, puisqu'on les envoie. Aujourd'hui, je ne dirais pas ça du CNC, mais je vous dis, il faut quand même qu'on arrête de chercher à ce que le CNC et les agents du CNC se comportent comme des enfants de cœur. Lorsqu'on recherche d'abord la sécurité nationale, lorsqu'on met un accent sur la sûreté nationale, mais on est parfois amené à user de méthodes fortes. Et je ne suis pas là, moi, pour juger le CNC par rapport aux prétendues méthodes fortes qu'ils utiliseraient, parce que je n'en ai jamais été ni le témoin, ni dans le secret des dieux, vu que je n'y travaille pas, je n'ai aucun contact, aucune relation avec un quelconque membre du CNC. Je ne connais personne là-bas. Je ne travaille pas pour eux. Donc, je ne peux pas juger. Mais je fais une analyse par rapport à ce que devrait être un service de renseignement avec des barbouzes qui n'auraient pour mission que veiller à la sécurité nationale, veiller à la sûreté nationale et défenestrer toute forme d'infiltration et détecter toute forme de traître à la nation, les arrêter et les mettre hors d'état de nuire. Depuis que le CNC est là, est-ce que vous voyez encore autant de scandales au front en termes de trahison, de ceci, cela? C'est pour dire que le travail est en train d'être fait, même si beaucoup reste à faire. Il y a beaucoup qui reste à faire, mais le travail est en train d'être fait et à mon sens, il est en train d'être bien fait. C'est vrai que dans chaque domaine, dans chaque service de renseignement, il ne manque pas des électrons libres qui se livrent parfois à des débordements, mais je demanderais vraiment à la population de comprendre qu'aujourd'hui, la situation que traverse le pays, ce n'est pas une situation d'un pays en paix, ce n'est pas une situation d'un pays stable, c'est la situation d'un pays en guerre que des pays étrangers, voisins, veulent à tout prix mettre à genoux et dont on veut s'accaparer d'une portion de son territoire. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui entre le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, et qui doivent et seront récupérés, et quelques bavures faites par quelques barbouzes qui n'ont pas compris le sens de leur mission. On ne va pas jeter
le bébé avec l'eau du bain. On finit sur ces dossiers, mais l'une des principales critiques orientées contre les CNC, c'est qu'ils ne sont là que pour arrêter, pour emprunter votre mot, les opposants politiques. Et ça soulève autant d'interrogations au sein de l'opinion. Comment justifiez-vous ces cas? Ils ne sont là que pour arrêter les hommes politiques et consorts. Les opposants politiques. Non, ils ne sont pas là que pour ça. Le problème, c'est que lorsqu'on arrête des personnes soupçonnées de malversation ou des personnes soupçonnées de poser des actes allant dans le sens de nuire à la sécurité intérieure, là, l'opposition s'agite et jette ça sur la place publique. Le problème, c'est qu'en dehors de ça, lorsque le CNC fait de bonnes choses. Comme quoi, par exemple? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que le CNC ne fait pas de bien? J'en sais rien. Voilà. Tout ce qui est bien, on n'en parle pas. On ne parle que de ce qui ne va pas. Mais en contrepartie, ça ne veut pas dire que comme là, ça ne va pas, c'est que on ne travaille pas. Ou qu'on ne travaille que pour que ça n'aille pas. Vous pensez vraiment que le CNC, là, n'a pas eu à interpeller des gens pour leur poser des questions par rapport à leur vision de la situation? Peut-être à travers des débats, des gens qu'on détecte. Ah non, appelez un peu ce monsieur. Moi, je n'ai pas encore été invité à donner mon point de vue, mais je sais qu'ils le font. Parce qu'on ne considère jamais votre intelligence. Bon, je ne sais pas. Votre contribution est mésestimée. Peut-être que je ne suis pas assez visible. Non, vous l'êtes. Non, je dis peut-être. Physiquement, peut-être que je ne suis pas assez visible. Raison pour laquelle j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Je me dis que peut-être qu'on me remarquera un peu mieux avec une coiffure plus touffue. Peut-être que avec une coiffure touffue et une barbe drue, peut-être que je le rappellerai quelqu'un et qui se dirait mais il commence à ressembler à l'autre là. Mais appelez-le. Peut-être, je ne sais pas. Mais soyez vos apaisements. Le CNC travaille énormément. Et il a aidé énormément la République et il aide énormément la population. Il y a des choses dont je ne peux pas parler à la télé. Et il y a un homme qui bénéficie de la confiance du chef de l'État à la tête de ces CNC, c'est le professeur Eberande Kolongele, à qui nous faisons un clin d'œil. Et merci, continuez sur la même lancée. Ce qui est bien, on le dira, et ce qui n'est pas bien aussi. Oui, il y a des observateurs indépendants qui n'hésiteront pas à égratigner là-dessus. Mais le prof Eberande est à la tête du CNS. Du CNS. Jean-Claude Boukassa est la tête du CNC. Mais coiffé par le prof Eberande. Par le CNS. C'est une structure au sein du CNS, mais avec une autonomie d'action vraiment affirmée. Et le prof Eberande lui-même a fait en sorte que chaque entité sécuritaire ait son autonomie et vraiment les moyens de fonctionnement. Et ensuite, lui, il veille juste à la coordination et la centralisation des différents rapports qui lui viennent. Mais merci pour cette précision. Ces gens travaillent à un niveau... Bon, moi, je ne vais pas faire de commentaires, je ne suis pas payé pour ça, mais je dois dire la vérité. Merci pour cette précision détail, un détail aussi important qui nous a semblé échapper. Mais parlant de la question du droit de l'homme, quels sont les éléments qui englobent le droit de l'homme ou les indicateurs? Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.